Bon, bonjour à tous. Merci d'être parmi nous et de nous rejoindre pour ce premier webinaire qu'on organise donc avec Inès Gravé. Je voudrais d'abord remercier nos deux partenaires, donc Dialoguels, qui nous aident notamment sur tout l'aspect organisationnel et logistique en nous mettant à disposition leur lien Zoom et donc avec lesquels je travaille d'habitude. Et puis Manager Santé, que je ne présente peut-être plus, donc le site de référence sur les bonnes pratiques en santé et en médico-social. Je vois que Julien Levavasseur est parmi nous. Donc, merci à eux pour leur soutien. Alors, donc, on a un peu la pression avec Inès Gravé. Ça fait plusieurs semaines, mois, donc on parle de faire un webinaire et donc on se lance enfin pour ce premier événement qui est, on l'espère, le début d'une série. Alors, donc on a 1 heure et qu'on a bien sûr prévu un programme très chargé. Je vais partager mon écran de nouveau. Oui, je partage mon écran de nouveau. Tu prendras la relève après, Inès. Donc, vous l'aurez compris sans doute au vu du titre de notre webinaire. Donc, pour cette première session, si tu n'as pas un designer dans ton hosto, tu as raté ta vie. Notre ton va être volontairement assez décalé par rapport au sérieux habituel des présentations dans le champ de la santé et du médico-social. Donc, évidemment, je n'arrive pas à changer. Ah, voilà. Alors, qui sommes-nous? Donc, Inès Gravé et donc Émilie Lebé-Thomas. Nous sommes toutes les deux des directrices d'hôpital qui avons des parcours qui sortent un peu de l'ordinaire. On a eu envie de voir un peu plus loin que le monde de l'hôpital pour des raisons X ou Y. Et donc, moi, depuis 4 ans maintenant, j'habite à l'étranger, aux États-Unis et maintenant en Allemagne. Et donc, je me consacre en particulier à partager des bonnes pratiques et des connaissances sur les différents systèmes de santé et du médico-social à l'international. Et donc, Inès a aussi eu la chance de vivre 1 an aux États-Unis. Elle a été lauréate de la prestigieuse bourse Harkness, ce qui l'a aussi amené à se plonger dans tous les sujets qui concernent notamment l'innovation organisationnelle et le design. Et puis donc aujourd'hui, nous avons une guest star qui est Marie Poirier, la cofondatrice du LABA, le laboratoire de l'accueil et de l'hospitalisé du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, qui comprend notamment l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Alors, quel est notre programme aujourd'hui? Donc déjà, c'est quoi ce webinaire? En fait, ça va être une série de 6 webinaires autour de tout ce qui concerne l'innovation, des nouvelles pratiques qui sortent vraiment de l'ordinaire. Donc, on a prévu de faire un webinaire par mois, a priori donc le dernier mercredi du mois, de midi à 13h. Et donc, notre idée, c'est à chaque fois de présenter un exemple, entre guillemets, international, sachant que notre but, c'est jamais de dire, ah voilà, eux, ils font comme ça, c'est mieux que ce qu'on fait, il faudrait travailler comme ça, mais vraiment, tiens, c'est inspirant, cette manière de procéder à l'étranger. Et puis ensuite, on met en parallèle un établissement, une organisation française qui, du coup, met en place des choses qui sont inspirées de la démarche de ces établissements internationaux. Et donc 6 webinaires, un par mois. Donc, le focus, c'est vraiment l'innovation, le design de services, les nouveaux modèles organisationnels, l'entrepreneuriat. Et puis, donc, ça concerne vraiment tous les acteurs du changement, les entrepreneurs, les managers, les décideurs dans la santé et ailleurs, donc les directeurs d'hôpitaux, les cadres de santé, les médecins, enfin, tous ceux qui ont envie de voir un petit peu ce qui se fait ailleurs et de faire un pas de côté par rapport aux organisations habituelles. Inès, tu veux présenter cette diapo, du coup, si tu veux? Oui, alors si tu veux juste faire suivant l'animation, hop, tu peux toutes les mettre. Ouais. Bonjour à tous. Du coup, oui, moi je suis ravie d'être avec Marie et Émilie aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. Et donc, on était très heureux qu'il y ait autant de monde qui répondent présent à l'appel. L'idée de ce petit webinaire, c'est qu'on est parti d'un certain nombre de constats que peut-être vous avez partagés à un moment ou à un autre dans votre pratique. Peut-être le côté parfois on se sent un peu isolé, on a du mal à savoir ce qui se fait ailleurs. Pourtant, on est quand même assez certain qu'on n'est pas les seuls à trimer sur les mêmes sujets et que beaucoup doivent s'y pencher. Mais on a du mal à trouver des ressources partagées, accéder à des retours d'expérience un petit peu plus larges
que le cercle habituel des collègues. Et donc, du coup, l'idée de cette communauté-là, c'est d'arriver à réunir un peu plus de monde avec des angles précis, comme le disait Émilie, sur les sujets innovation, sur les sujets design, nouveaux modèles organisationnels, sur lesquels il est difficile de trouver beaucoup de monde en même temps qui travaille sur le sujet. Aussi, c'est de partager des contenus inspirants qui élargissent un peu notre vision entre organisations et systèmes de santé, d'aller voir parfois loin ce qui se passe, mais aussi tout près et ce dont on n'a pas connaissance et qui se passe juste à côté en fait. L'idée aussi, c'est de surmonter un peu les limites de la formation traditionnelle et de nos formations initiales. On a difficilement accès à des formats sur l'innovation, sur le design et les nouveaux modèles, par exemple, managériaux ou organisationnels. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir avoir ce partage de connaissances et de compétences-là et d'avoir une démarche un peu, une dynamique apprenante entre nous. Et puis aussi, peut-être que derrière cet écran, il y a aussi des gens qui sont parfois un peu dépassés par la charge de travail quotidienne et qui sont preneurs de retrouver un peu de mise en capacité, une mise en envie d'agir sur les sujets pour se retrouver et se ressentir avec un impact positif dans sa pratique. Et du coup, le partage de ressources et aussi le partage de difficultés, on ne va pas se le cacher, c'est parfois aidant. Voilà un peu d'où on vient et ce qu'on vous propose pour cette heure qui vient. Du coup, je vais arrêter le partage. Inès, je te laisse reprendre la main. Donc aujourd'hui, moi, je serai vraiment le MC de l'heure qu'on va passer ensemble. Et c'est vraiment Inès qui va présenter les différents éléments et puis donc également Marie Coirier par la suite. Donc on va passer à peu près 15 minutes à parler de Kaiser Permanente, 15 minutes à parler du LABA à Paris. Et puis ensuite, on aura un temps d'échange sur comment ce serait possible pour vous, dans votre environnement ou pour tout un chacun, de mettre en place des éléments inspirés de ce qu'on va vous présenter. Donc surtout, n'hésitez pas dans le chat à poser vos questions, vos commentaires. Le but, c'est aussi que ce soit participatif. On espère qu'à la fin, on aura le temps de temps d'échange un peu en direct pour vraiment se connecter. Ok, normalement, ça devrait être bon dans quelques secondes pour vous. N'hésitez pas à me faire signe quand vous voyez s'afficher. C'est bon, ça marche pour moi. Alors, du coup, on s'est dit avec Émilie et Marie que peut-être quelques secondes sur de quoi on parle quand on parle de design. Et donc là, n'hésitez pas dans le chat à compléter mon approche et ma définition, parce que moi, je ne suis pas designeuse. J'ai un profil directeur d'hôpital et du coup, j'ai découvert le design en cours de route. Et donc, ce sera forcément approximatif et forcément limité. Et je pense qu'à nous tous, on peut construire une approche un peu sympa. Je suis partie d'une définition classique du design. Les designers d'entre vous verront les limites. D'abord, c'est une méthode de résolution de problèmes qui est centrée sur les besoins utilisateurs. Alors, des méthodes de résolution de problèmes, on en a quand même déjà pas mal à l'hôpital. Il y a l'approche qualité, il y a l'approche performance. Mais là, le design est distinctif par la place qu'il laisse aux usagers et aux utilisateurs et comment il les intègre à chaque étape de sa pratique, qui est à la fois composée de techniques, mais aussi de posture. Et on insistera beaucoup là-dessus, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'utiliser les techniques auxquelles recourt le design, qui sont souvent issues des sciences humaines ou de l'ingénierie, par exemple les interviews quali pour les sciences humaines, par exemple. Mais il y a également des postures qui ont beaucoup d'importance et souvent on peut combler un peu le manque d'outils par une posture assez authentique. Et puis, pour concevoir des solutions innovantes, vous savez que le design, on entend beaucoup parler aujourd'hui. Vous allez le voir passer sous différentes appellations. Le design de service, quand c'est pour concevoir plus particulièrement des services à partir des usages qui sont observés sur le terrain. Le design social, donc dans l'application du champ social. Vous le voyez beaucoup porté aujourd'hui par des institutions comme la CNSA, par exemple. Aux États-Unis, il y a carrément, et dans le monde anglo-saxon, un mouvement du Human-Centered Design qui essaye de se faire distinctif par rapport à d'autres branches et d'autres courants du design autour des valeurs et des besoins des êtres humains concernés par la situation, le patient, l'aidant, le professionnel. Et puis, probablement, ce dont vous avez le plus entendu parler, c'est le design thinking, qui est, on va dire,
la manière de penser des designers, une sorte de dissémination, vulgarisation, démocratisation dans le monde de l'entreprise, de la manière de concevoir et de résoudre des problèmes par les designers. Et donc, du coup, si beaucoup d'entre nous ne sommes pas designers et qu'on ne le sera probablement jamais, sauf si on veut passer 5 ans ou 7 ans ou 9 ans derrière en revenant à l'école se former dans des écoles de design, on peut néanmoins être des design thinkers, c'est-à-dire essayer d'adopter la manière de penser et d'approcher les problèmes des designers. C'est un peu comme, moi je dis souvent à l'achat de la paix, c'est un peu comme, voilà, on ne peut pas faire, même en lisant la médecine pour les nuls, on ne deviendra pas médecin, mais on peut quand même comprendre certains fondamentaux et les appliquer dans sa pratique. Et donc, du coup, contrairement à ce qu'on pense, le design thinking n'est pas si nouveau que ça. Il a commencé à être théorisé à partir des années 60 et 70. Donc, ça a été les premières fois où on a commencé à essayer de transposer cette manière de penser des designers à des non-designers. Et puis, s'en sont suivis des ouvrages assez célèbres par les fondateurs Kelly et Brown, qui ont fondé une agence d'innovation qui est assez connue en Californie, qui s'appelle IDEO, et qui a, pour la première fois, on va dire, diffusé cette théorie, cette approche du design thinking au monde de l'entreprise. Et puis, à partir de 2007, il y a eu une des premières grandes écoles de design, la D-School à Stanford, faite en partenariat avec eux, qui diffuse le design thinking. Ce n'est pas si nouveau que ce qu'on a parfois tendance à penser. C'est une méthode qui est parfois modélisée sous l'approche du double diamant, donc 2 phases de divergence et convergence, et qui est encore plus connue sous cette version encore plus vulgarisée en 5 étapes. Avoir de l'empathie d'abord pour ses usagers, redéfinir le problème, imaginer, avoir une phase d'idéation, d'imagination de nouvelles solutions, ensuite de prototypage et de test. Et là, c'est vraiment, je le dis souvent par rapport à Marie, qui le pratique avec des équipes de designers et du design, voilà, des compétences robustes et spécialisées. C'est la différence entre Chanel et Zara. Voilà, donc on peut tous faire un peu de Zara, il y en a qui font du Chanel et on essaye de converger, on va dire, le Chanel essaye de faire plus de diffusion et le Zara essaye de se perfectionner. Voilà, un peu de manière très schématique. Et Marie, tu as le droit de m'interrompre et de me compléter. Du coup, il y a des bouquins qui ont beaucoup vulgarisé et disséminé le design dans le monde de l'entreprise comme une nouvelle méthode de porter l'innovation, de façon de porter l'innovation et de résoudre les problèmes résistants. Quand on parle d'innovation, on parle de comment on résout des problèmes résistants par des solutions qui vont rentrer dans les usages. Ce n'est pas de l'invention, c'est vraiment des choses qui vont rentrer dans les usages. Change by Design de Brown est un de ces ouvrages-là. Et puis, il y a eu de la publication dans des revues professionnelles respectées comme la Harvard Business Review, mais il y a aussi aujourd'hui de la publication dans des revues à comité de relecture scientifique, comme par exemple, nous, dans la santé, le New England Journal of Medicine, qui a commencé à publier sur les bénéfices que peut apporter l'approche design avec d'autres méthodes d'amélioration qu'on a déjà aussi dans le monde de la santé. Et puis, vous le voyez passer parce qu'il y a déjà des champions de l'innovation qui ont des départements design assez puissants, comme Google, évidemment, Amazon. Un exemple qui est assez intéressant pour nous dans la santé, c'est IBM, parce qu'ils ont une culture qui n'est pas celle-là à l'origine. Ils ont une culture d'ingénieur pur et dur. Et donc, faire rentrer le design et le design thinking à IBM, ça n'a pas été si facile que ça. Et il y a des parallèles intéressants qui peuvent être faits avec la santé, où on n'a pas la même culture professionnelle et parfois, voilà, on a certaines caractéristiques culturelles qui peuvent être bloquantes. Les géants du conseil s'y sont évidemment intéressés. C'est pour ça qu'on voit aussi aujourd'hui beaucoup des grands cabinets de conseil absorber des studios et des cabinets et des boîtes de design. Mais les gouvernements aussi, chez nous en France, alors un des premiers labos d'Inno, c'était le Mind Lab. Mais en France, on a la direction interministérielle à la transformation publique qui porte ces sujets-là, qui les outille, qui les défriche pour un certain nombre d'administrations. Ils sont plus connus dans la fonction publique d'État et la fonction publique territoriale, mais ils commencent aussi à faire du chemin dans la fonction publique hospitalière. Et puis certains des champions du secteur de la santé qu'on connaît bien, les champions américains comme la Mayo, comme John Hopkins, comme Kaiser, on va en parler, ont des départements design avec des compétences de design spécialisées. Voilà, un peu pour dresser un portrait de ce qui se passe sur le design. La première partie de notre intervention
je regarde l'heure en même temps, on voulait la dédier sur un retour d'expérience dans ces webinaires. On se disait on allait peut-être faire à chaque fois un retour un peu peut-être un peu lointain, un peu flashy, inaccessible, et puis après quelque chose de beaucoup plus proche et réel et concret auquel on puisse se raccrocher. Et donc dans la série Il se la raconte, on se disait que ça pouvait être opportun de parler du modèle de Kaiser Permanente. Donc moi j'ai passé un an auprès de ce système de santé qui est basé en Californie aux États-Unis. Peut-être juste dire un mot sur ce qu'est Kaiser pour pouvoir le remettre en contexte. Donc Kaiser, c'est le premier système de santé intégré en termes de nombre de personnes desservies au monde. Non, c'est deuxième ou troisième au monde, et premier aux États-Unis, pardon. Et un système de santé intégré, pour rappel, c'est une organisation qui réunit à la fois l'assurance et l'offre de soins. Et dans le cas de Kaiser, qui rassemble assurance-offre, et au sein de l'offre, offre hospitalière et offre ambulatoire et sanitaire et médico-sociale. Donc, c'est, on va dire, des organisations à géométrie que l'on ne connaît pas en France, puisque en France, on a l'assurance et l'offre très séparées, et le sanitaire médico-social un peu séparé quand même. Donc, ils sont présents sur une dizaine d'États aux États-Unis. C'est une organisation qui est intéressante par sa taille, puisqu'elle peut être comparée, par exemple, à des grosses machines comme on peut avoir en France, comme la PHP. Donc, il y a un peu plus de 200, quasiment 220 000 agents qui travaillent pour Kaiser. C'est un modèle intéressant parce que souvent, on parle de la Mayo Clinic, mais la Mayo Clinic, c'est une petite boutique hyper performante et innovante, mais on est sur des échelles qui sont assez réduites, alors que Kaiser, on est vraiment sur un mastodonte qui est sur plein de pays, sur plein d'États différents, et à la fois l'hôpital. Vous voyez, ils ont des hôpitaux en propre et après ils conventionnent, donc une antenne d'hôpitaux en propre, et après ils conçoivent leur structure de rattachement. Et puis des centres médicaux. Qui vont faire ce que nous on fait en médecine ambulatoire. Et ils gèrent environ 13 millions d'assurés. Donc on est sur des grandes échelles. Et c'est un système de santé qui est assez connu parce qu'ils étaient premiers sur un certain nombre de sujets d'inno qu'on connaît nous dans le secteur de la santé. Ils ont commencé à mettre en place le dossier patient informatisé en 2004 et ils l'ont bouclé vers 2009, je le dis parce que nous, on n'a peut-être pas commencé beaucoup plus tard que ça, mais on y est encore. Ils ont pris le tournant de la prévention, étant donné que c'était un assureur assez tôt. La photo que vous voyez s'afficher là, c'est un grand centre de simulation et d'expérimentation, d'innovation qui s'appelle le Garfield Innovation Center, qui est en Californie, qui se visite et qui est le lieu de l'expérimentation tant sur l'innovation technologique que l'innovation organisationnelle et managériale. Et puis, ils ont ouvert récemment leur propre école de médecine où les médecins ont un cursus qui est à la fois clinique et à la fois administratif et, on va dire, gestion de projet. Et donc, où les médecins sont énormément sollicités sur les sujets, par exemple, management et innovation, ce qui est assez nouveau pour un cursus. Et du coup, Kaiser est un des premiers à s'être intéressé au sujet du design. Donc, ça remonte dès 2003 avec un partenariat qu'ils ont fait avec le cabinet d'innovation et de design qui est IDEO, que j'ai cité en intro, et qui est un des premiers à avoir modélisé le design thinking comme, on va dire, une méthode d'innovation pour toutes les entreprises, quel que soit le secteur. Ils les ont accueillis dans leur mur pendant 2 ans. À l'époque, l'idée, c'était une approche un petit peu performance, c'est-à-dire qu'on va identifier des segments et des segments dans l'hospitalier où il peut y avoir une forte valeur ajoutée à innover, donc notamment par exemple la sécurité médicamenteuse, où on sait que c'est très coûteux en termes de vie, en termes de temps, en termes psychologiques, en termes d'argent. Et donc du coup, ils ont notamment positionné IDEO sur la sécurisation du médicament, et là on les voit, ils expérimentent des zones où on n'a pas le droit de venir interrompre l'infirmière qui fait ses calculs. Et donc, c'était un des premiers sujets qu'ils avaient confié à IDEO. Et puis, depuis, la solution qu'ils ont trouvée, qui était une solution un peu mieux que ce marquage au scotch, mais de bandeaux et de signes distinctifs et avec des temps très identifiés dans les transmissions où on ne pouvait pas interrompre les soignants, qu'il ne pouvait pas y avoir d'interruption de tâche. C'était déployé dans tous les hôpitaux de Kaiser. Et c'est aussi une des solutions qui est portée au niveau américain par l'Institut pour l'amélioration, l'IHSS,
AHI, la structure de portage de la qualité américaine. Voilà. Donc ça, c'était on va dire leur genèse. Au bout de 2 ans, ils se sont dit qu'il fallait qu'ils aient leurs propres compétences en interne et ils sont passés par le modèle organisationnel du lab, dont aujourd'hui on entend beaucoup parler, puisque vous voyez fleurir des labs un peu, je ne vais pas dire un peu partout, mais dans un certain nombre d'endroits, dans le secteur public, dans la fonction publique de l'État, dans la fonction publique territoriale et désormais aujourd'hui aussi dans la santé. Et donc, eux, à partir de 2005, ils ont expérimenté ce modèle-là. C'est le modèle d'avoir des compétences très spécialisées dans un espace dit de liberté, ou en tout cas où il y a moins de contraintes pour qu'il puisse y avoir de la recherche et de l'expérimentation, telle que peut l'être le lab. Ils ont fait, on va dire, une dizaine d'années sur ce modèle du lab en expérimentant aussi les limites du modèle de lab, notamment la difficulté à avoir un impact à grande échelle, notamment quand on est dans une organisation qui compte comme eux plusieurs centaines de milliers d'agents. Et donc, ils ont passé sur, on va dire, leur époque post-lab, c'est-à-dire comment on n'est plus sur un petit centre de compétences ultra spécialisé dans un coin de l'entreprise ou de l'organisation, et comment on passe à quelque chose qui est disséminé très, très largement dans quelque chose qui serait quelque chose comme la boîte à outils de pas tout agent, mais de beaucoup d'agents sur le terrain. Et donc, à ce moment-là, ils ont enclenché la seconde, ils sont passés sur un système de formation un peu industriel, on va dire, et ils ont formé, voilà, on en parlera après, mais plusieurs milliers de personnes aux fondamentaux du design thinking et plusieurs centaines de personnes à un niveau avancé de traducteur, on va dire, du design en santé. Et puis, depuis quelques années, on va dire depuis 2-3 ans, le dernier étage de la fusée, ça peut avoir sur la formation des leaders. Du liquide hydro sur le même séminaire que moi, c'est quand même très drôle. Attention, il faut suivre. Jean-Pierre Moirot, c'était un prof de marketing. C'était pas un prof de... Et du coup, voilà, la dernière étape de l'étage de la fusée, c'est la formation des leaders. Voilà, donc, par exemple, chez Kaiser, ils ont revu avec la Harvard Business School, par exemple, la formation de leur top management et leur top leadership en intégrant un certain nombre de segments sur l'innovation et notamment sur le design. Alors, comment ils sont passés d'une compétence de niche à une transformation d'entreprise à grande échelle? Alors, si on se place quasiment 20 ans après, puisqu'ils ont 20 ans de recul, leur stratégie, ça a été d'abord d'aligner design et priorités stratégiques, donc de positionner le sujet du design de service sur les priorités de l'organisation, par exemple la sécurité médicamenteuse, aujourd'hui la santé mentale, on en parlera après, mais de ne pas mettre le design sur des sujets qui soient trop éloignés de ce du cœur du réacteur. Ensuite, leur deuxième, on va dire, fil rouge, c'est d'essayer de surmonter la dichotomie entre le besoin de compétences spécialisées en design et la démocratisation. Donc, ils ont eu une phase de tension qui s'est retrouvée dans une série de pays anglo-saxons entre jusqu'où on va dans la démocratisation du design et donc vers le design thinking sans annihiler le besoin d'avoir des compétences très spécialisées. Et donc, du coup, eux, ils ont vraiment fait un clair choix d'avoir des centres qui réunissent des designers dans les différentes sous-spécialités du design et aussi de former à grande échelle. Mais ça ne s'est pas passé sans tension. Concentrer aussi les pratiques du design sur le design sur des pratiques déterminantes pour transformer l'organisation. Il y a des pratiques dans le design, par exemple, de mise en empathie envers les usagers, de captation de l'expérience usager, de l'expérience utilisateur qui sont très transformatrices pour nos organisations, qui ont tendance à aborder les problèmes et à les qualifier par le biais de l'organisation et par le biais des process et par le biais du leadership aussi. Et donc, du coup, ils ont beaucoup mis le paquet là-dessus, par exemple, en introduisant la vidéo-ethnographie, le fait de filmer en ethnographie les patients, les aidants et les professionnels pour bien comprendre les usages sur le terrain. Et puis, d'autres pratiques comme le prototypage, par exemple, qui sont assez éloignées de notre manière de travailler habituelle, où on part tout de suite dans des solutions assez définitives, mais comment on a la capacité à prototyper, expérimenter et réitérer à partir de là. Également de promouvoir aussi autant les méthodes que les postures. Ça, c'est un parti pris assez fort. C'est-à-dire que de ne pas
vulgariser les outils type interview qualitative, observation, immersion, sans avoir un vrai accompagnement, formation, coaching sur les bonnes postures, la posture de connexion aux usagers, la posture d'engagement émotionnel avec l'autre, et que voilà, une interview ethno avec une super grille d'interview, mais qui est menée alors que la solution elle est déjà décidée en amont, ça ne sert pas à grand-chose. Donc du coup, il y a vraiment eu ce travail de laisser autant de place aux méthodes et aux techniques qu'aux postures et au savoir-être. Et puis aussi d'associer, d'hybrider le design, de ne pas le laisser seul dans son coin et d'arriver à bien l'associer avec d'autres méthodologies sur lesquelles Kaiser était très positionné, comme par exemple l'approche qualité ou par exemple les approches performance. Donc chez nous, le lean est devenu un peu un gros mot dans certains endroits parce qu'il a été instrumentalisé à des fins de sabrage de masse salariale de manière un peu directe, mais ce n'est pas le cas partout. Et pour décortiquer des process complexes, quand même, il n'y a pas beaucoup de méthodologies aussi puissantes que Lean. Et eux, par exemple, on fait des hybridations très fortes entre design et Lean pour améliorer des process ou en imaginer des nouveaux. Donc, du coup, à quoi ça ressemble un peu le design aujourd'hui chez Kaiser? Donc, il y a 8000 agents. Donc, je rappelle quand même que c'est un groupe qui a 220 000 agents. Donc, 8000, ça fait beaucoup pour nous, mais c'est quand même une structure un peu mammouthesque. Donc, il faut se rappeler qu'ils sont 220 000 au total quand même. Donc, ils ont 8000 agents qui sont formés aux fondamentaux du design sur des formats de 2-3 jours, on va dire, où ils expérimentent le design sur un projet qu'ils connaissent ou voilà, avec lequel ils sont venus et sur lequel ils sont accompagnés. Ça a vocation à leur faire comprendre ce qu'est le design, ce que ça apporte, faire vivre les différentes étapes du design thinking, mais ça n'a pas vocation à les positionner de manière autonome. À l'inverse, il y a environ plusieurs centaines de professionnels qui sont formés à un niveau intermédiaire, qui eux sont formés sur 6 mois et qui eux choisissent un projet sur lequel ils sont en responsabilité de chefferie de projet souvent et qui doivent, ils sont accompagnés et coachés pendant 6 mois pour arriver à un niveau intermédiaire. Aujourd'hui, chez Kaiser, on retrouve du design spécialisé, donc des designers et des gens qui ne sont pas des designers, donc des médecins, des infirmiers, des logisticiens, des administratifs purs, des qualiticiens formés au design thinking dans à peu près toutes les grandes fonctions de l'entreprise, que ce soit les RH, que ce soit... Alors, évidemment dans le département innovation, mais pas seulement. On va en trouver au RH, on va en trouver à la qualité, on va en trouver en recherche et développement, on va en trouver, alors ils ont des départements marketing que nous on ne va pas retrouver, mais on va le retrouver dans quasiment toutes les fonctions, même je crois dans les fonctions finance ou dans du dur de l'administratif. Et puis ils commencent à avoir une expérience du coup pour l'avoir appliqué à un spectre très très large de projets, que ce soit concevoir des nouveaux process, des nouvelles interactions, des nouveaux métiers, des nouveaux objets, des nouveaux espaces dans le secteur de la santé. Alors, la recette qui a été un peu vulgarisée chez Kaiser et avec un peu une ambition de se dire que ça devait être dans la boîte à outils d'un maximum de personnes qui sont placées soit en position managériale, soit en position de devoir participer à de la gestion de projet ou à de la résolution de problèmes. Alors, vous avez en tête le schéma classique du design et qui va se retrouver, on va dire, décliné un petit peu plus concrètement. Donc, d'abord, recueillir les expériences et de bien comprendre les besoins utilisateurs. Quand on dit utilisateur dans la santé, chez nous, ça va s'appliquer tant aux patients, aux aidants qu'aux professionnels, et tant aux personnes qui sont en première ligne qu'aussi en deuxième, troisième ligne, d'arriver à avoir une vision de qui est concerné par les usages, un peu comme par cercle concentrique. D'identifier les opportunités. Souvent, on s'attaque à des gros mammouths dans la santé. L'idée, c'est de dire par quel angle on peut les attaquer de manière abordable. Je prends comme exemple attractivité, fidélisation, qui est aujourd'hui un sujet qui nous occupe tous beaucoup. Comme ça, l'attaquer comme ça, tel quel, voilà, c'est un peu chaud, vous en conviendrez. Et c'est pour ça que beaucoup de nos démarches ne donnent pas forcément le résultat qu'on attend et on n'arrive pas à avoir l'impact qu'on voudrait avoir. L'idée étant de comment on découpe cette accroche-là de manière qui nous mette en capacité d'avoir un impact à petite échelle et à échelle réplicable ensuite. De générer des idées, donc ça c'est le temps qui souvent est le plus connu dans le design thinking, le temps du brainstorming. On a des images de post-it souvent qui nous viennent dans la tête. L'idée c'est d'être en capacité dans des temps contraints de générer beaucoup d'idées et d'avoir une capacité à avoir de la créativité.
Concrètement, alors le brainstorming est une technique très connue. Souvent, si le brainstorming n'a pas été préparé avec une vraie recherche de terrain et de compréhension des usages, avec un vrai temps aussi passé sur les inspirations, qu'elles soient proches ou lointaines, souvent ça tombe un peu creux, ça fait un peu vide. Et puis on se dit en sortant, bon, c'était chouette, mais bon, je ne sais pas trop où ça va aller après ça. Et c'est pour ça que des fois, le brainstorming peut être un peu déceptif. Et puis, sélectionner les idées. Alors là, c'est l'idée, voilà, même si on peut pas partir très, très loin en brainstorming, c'est de pouvoir sélectionner les idées qui soient les plus importantes et les plus faisables. La question des indicateurs, ça, c'est une question qui souvent n'est pas posée chez nous. C'est-à-dire d'arriver à lier, les Kaiser, ils étaient très bons sur le fait d'arriver à lier à chaque fois des binômes d'indicateurs. Donc, un indicateur perfo, type la réduction de la durée moyenne de séjour ou l'optimisation de l'utilisation des blocs opératoires. Donc, un bon indicateur perfo qu'on connaît bien, mais arriver à accepter que ça ne peut pas rendre compte de la totalité de la réalité et ça ne peut pas rendre compte du service rendu, de la qualité du service rendu. Et donc, de l'allier avec un indicateur typiquement d'expérience patient, de satisfaction, de recommandation, etc. Donc, beaucoup plus qualitatif pour aussi démontrer que le design, il n'a pas forcément vocation à être utilisé pour avoir un impact performance, mais il peut en avoir à terme si on accepte de regarder toutes ces facettes-là, c'est-à-dire de regarder au travers de plusieurs types d'indicateurs et pas seulement toujours les indicateurs perfo et quanti. Et puis ensuite de prototyper et tester, d'être en capacité d'incarner les idées à faible coût avant d'investir et d'engager des dépenses, du temps, des ressources, et d'être habitué à travailler avec des boucles itératives. C'est-à-dire que quand on arrive quasiment au bout, arriver à accepter qu'il va falloir faire beaucoup de boucles d'expérimentation et tests jusqu'à arriver à avoir la bonne solution. Et ça, c'est une sorte de boussole qui a été modélisée par Kaiser, qui a un libre accès sur leur site et qui modélise, on va dire, cette manière de faire avec comprendre les usages, redéfinir les problèmes en opportunités, imaginer des solutions et construire, expérimenter et tester avec les postures qui correspondent à ces étapes-là et les outils les plus connus qui correspondent à chacune de ces étapes. Alors, du coup, c'est difficile en un quart d'heure de rendre compte de ce que peut être le design et ce qu'il est, par exemple, dans une organisation en santé comme Kaiser. Donc, un petit portfolio de projets. Le design il a été utilisé, on va dire, depuis 2005 à des projets très variés. Un des projets qui est le plus connu chez Kaiser et aussi aux États-Unis en général, c'est le projet RAD. C'est un des premiers projets à grande échelle, intégrant le design à grande échelle sur un projet en santé. Aux États-Unis, ça date de 2005-2007. L'idée, c'était de réimaginer les structures de médecine ambulatoire du groupe, donc plusieurs centaines de centres médicaux. Il faut s'imaginer des centres médicaux à grande échelle sur plusieurs étages avec toutes les spécialités, etc. Et donc, eux, ils étaient partis vraiment d'une commande de l'organisation qui était très brique et dure. Comment on va revoir les espaces de médecine ambulatoire. C'était vraiment une accroche comme ça. Et en fait, en acceptant de confier ce projet-là en partie au centre de design de Kaiser, en fait, ils ont réélargi l'angle aux usages et au fait de dire comment on revoit les usages de médecine ambulatoire au global et pas juste la question des espaces, des murs, où est-ce qu'on met le secrétariat, où est-ce qu'on met le poste d'accueil. Et donc, du coup, ça les a conduits vers des solutions assez innovantes, notamment de sortir de leurs murs, de sortir de leur centre de santé, par exemple, avoir des locaux d'occupation temporaire, par exemple, pour les campagnes de vaccination. Bon, ce n'était pas à l'époque du Covid, mais ça aurait pu leur être utile aujourd'hui. Et des choses temporaires en prenant des baux de manière très temporaire, comme vous voyez les pop-up stores qu'on peut voir maintenant aujourd'hui dans la mode ou des trucs de ce genre-là, et d'avoir des occupations de voisinage, on va dire, pour pouvoir rendre des services type renouvellement de prescription, etc., sans que les gens se déplacent au centre de santé. Donc, à partir d'une approche qui était traditionnelle de revoir les centres tels qu'ils sont conçus et les parcours, en fait, ils ont revu clairement le rayon d'action de l'organisation en le rapprochant beaucoup plus du domicile, du quartier, du voisinage, et ça les a poussés à réimaginer d'autres formats pour atteindre leurs assurés et leurs patients et leurs aidants. Un projet qui du coup là est actuel, qui est en cours et sur lequel il y a de la publication notamment dans le New England Journal of Medicine, c'est le projet CAMAI. Donc, c'est un projet qui est parti du constat simple, mais qu'on comprend tous, puisqu'on a ce problème à peu près dans tous les pays développés, c'est qu'il y a une explosion des besoins en santé mentale, notamment sur anxiété, dépression,
troubles du sommeil, etc. Et la ressource spécialisée, en psychiatrie notamment, et, les psychologues, les différents métiers qui tournent autour de ce champ-là, elle est très limitée. Et donc, il y a des sorte de phénomène de file d'attente, d'accès aux ressources spécialisées. Et en fait, on sait que si les gens n'acceptent pas, je ne me rappelle plus trop la stat, mais si les gens n'acceptent pas une première consultation type dans les 30 jours, on sait qu'ils ont X% de plus de chances de passer à un stade clinique d'anxiété, à dépression, à un certain niveau de gravité. Et du coup, ils ont développé tout un environnement d'applicatifs thérapeutiques, donc vous en entendez beaucoup parler, les applicatifs thérapeutiques. Souvent, le problème, il est pris par un bout très restrictif, c'est-à-dire qu'on va donner l'accès à Calm ou MyStrength ou Petit Bambou ou que sais-je, et les gens vont soigner tout seuls. Et en fait, en réalité, c'est en s'intéressant aux usages très précisément qu'on voit bien que juste donner l'accès et la licence aux assurés ou aux patients d'une organisation, ça ne suffit pas. Et en fait, il faut l'intégrer dans le parcours. Et donc, du coup, avec le centre de design, ils sont arrivés à des parcours où les applicatifs thérapeutiques sont proposés à différentes étapes et sont incarnés dans le protocole de soins. Typiquement, les médecins ont des prescripteurs, des ordonnanciers pour les applicatifs thérapeutiques. De la même manière qu'on vous prescrirait un médicament, vous prescrivez une application thérapeutique avec des chapitres précis. Voilà. Et un autre projet, c'est par exemple le projet Caring Together, qui est d'associer les aidants pendant l'hospitalisation, qui a été mené aussi avec le design de service. Et en réalité, la commande première, c'était d'accélérer la sortie hospitalière. Je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui ont bossé sur ce sujet-là dans cette approche aussi valorisante. Et en fait, en rentrant dans le sujet, ils se sont rendus compte d'à quel point, et donc par la recherche ethno, par le temps en immersion, les interviews quali, ils ont réalisé à quel point les aidants étaient un angle mort dans l'organisation, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un service rendu réel aux aidants. Et très concrètement, si les aidants ne sont pas associés hyper étroitement et ne se voient pas proposer une offre de service qui leur est dédiée, on pourra difficilement accélérer la sortie hospitalière de beaucoup. Et donc, du coup, ça a revu tout le parcours des aidants pendant l'hospitalisation, dès l'hospitalisation et parfois même avant. Voilà, pour un petit portfolio de projets. Et donc, du coup, à quoi ça ressemble ? Une minute pour la dernière diapo, parce qu'il faut qu'on passe à la suite. Et bien voilà, donc du coup, à quoi ça ressemble? Et voilà, ça va être des méthodes qui parlent beaucoup plus d'elles-mêmes en photo, c'est-à-dire avec beaucoup de gens associés, avec beaucoup de travail de terrain, de compréhension des usages, de concrétisation, formalisation, dessin, formalisation des parcours. Et on voit que aussi avec le design, on peut arriver à la dernière partie de la slide où vous voyez les chiffres. C'est un exemple sur le projet d'accompagnement des aidants, du nombre de personnes intégrées à ce projet. Et aussi, le design thinking permet d'associer des effectifs de personnes beaucoup plus larges, tant en termes de recherche, interview, etc., qu'en atelier de co-construction. Et on est du coup sur des choses beaucoup plus décloisonnées. Ce n'est pas toujours les 5 mêmes dans le bureau du DG qui décident pour les centaines et les centaines de patients qui vont être concernés. Voilà, désolée, j'ai été un peu trop longue. J'espère, Marie, que tu me pardonneras. Merci Inès, c'était passionnant, c'est pas évident de couper. Si tu veux arrêter de partager, Inès, du coup, je vais reprendre le partage. Je vous laisse mettre dans le chat vos remarques, réactions sur cette présentation. On n'a pas forcément de temps d'échange dédiés qui sont prévus, mais en tout cas, on est intéressé de savoir ce que vous en pensez. Et puis, donc, on va passer à notre exemple français. Donc, Marie Coirier, je te laisse la parole. Je préfère partager mon écran, Émilie. Okay. J'ai fait des modifs en cachette. Pas de souci. Je ne sais pas si vous le voyez bien. C'est parfait, c'est super. Tout d'abord, merci beaucoup à Inès et Émilie pour leur invitation, à Dialogue Health et Manager Santé, de pouvoir donner un écho à ce sujet. Parce qu'on peut avoir l'impression dans ce petit cercle qu'on en parle beaucoup, mais en vérité, on n'en parle pas tant que ça. Moi, je suis Marie Coirier, je suis cofondatrice du LABA, le laboratoire d'accueil et d'hospitalité du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences. Donc, je vais vous présenter en quelques diapos ce que c'est que le LABA, comment on travaille et pourquoi
on est peut-être un modeste cousin éloigné français de Capet et de ce que Inès a présenté. Donc le LABA. Alors nous, on est très coquets. On s'appelle un laboratoire d'innovation culturelle par le design. Alors, pour deux raisons. D'abord, parce qu'on associe deux compétences un peu à la matrice du LABA. Il y a le développement culturel et le design. J'y reviendrai. Mais par culture, on entend vraiment au sens anthropologique du terme, c'est-à-dire travailler sur les cultures du lieu, en l'occurrence les cultures de l'hôpital. Et comment est-ce qu'on travaille sur les cultures hospitalières? Par le projet de design. Donc, c'est aussi le projet de design qui est quelque part le révélateur et le poil à gratter pour pouvoir travailler sur des sujets de fond. Donc, on a la grande chance d'être un laboratoire intégré qui travaille avec et pour tous les usagers de l'hôpital, usagers au sens où l'entendait Inès. Donc, en s'appuyant sur un tissage de deux compétences, celle de ma collègue dont je parlerai et moi-même, design et développement culturel, pour concevoir et produire des expérimentations autour de l'accueil et l'hospitalité, là encore deux valeurs matricielles qu'on n'est pas allé chercher très loin, mais pour autant, tant qu'on ne dit pas et qu'on ne fait pas surtout de l'hospitalité, ça peut rester un peu un malentendu. On a tous l'impression qu'à l'hôpital, ça va de soi, on fait de l'hospitalité, mais c'est pourtant mieux d'en faire une politique institutionnelle volontariste. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ce LABA à ce stade? Déjà qu'il est rattaché à la direction générale. Donc, nous, on est une cellule directement rattachée à la DG. Et qu'on est à ce titre aussi intégré au comité de direction. Donc ça compte aussi dans notre façon de travailler et j'y reviendrai. Donc, on existe depuis 2016. Le dernier trimestre 2016, donc ma collègue Karine Delanoë-Vieux, qui avait cofondé des labos, mais d'autres sortes, à l'hôpital du Vinatier, l'hôpital psychiatrique du Vinatier à Bron, et ensuite qui a conduit la politique culturelle de la PHM pendant Marseille-Provence 2013. Et donc moi-même, qui au fil des années m'étais plutôt spécialisée dans le secteur de la santé et du social, qui avait donc une connaissance et une compétence un peu plus sectorielle, parce que dans les écoles de design, on ne forme pas encore à travailler à l'hôpital. Donc, c'est aussi un apprentissage sur le terrain. Donc, on est une équipe de 5 personnes, donc Karine et moi-même, 2 designers chefs de projet, Anise et Benjamin, et une autre Karine qui nous assiste sur la mise en œuvre des projets. On a aussi la chance d'avoir un doctorant en contrat CIFRE, Gaspard, qui est pour le coup là, un doctorant en histoire contemporaine qui travaille sur la mise en place de la sectorisation. Mais on pourra accueillir d'autres disciplines par la suite. Et chaque semestre, on accueille des étudiants designers en stage long. On profite d'être à l'intérieur de l'hôpital pour offrir cette possibilité à des étudiants designers parce que, comme je le disais, les écoles de design sont encore pas très préparées en fait, à intégrer leurs élèves dans des organisations sanitaires. Alors, autant elles commencent à les faire travailler sur des sujets liés aux soins et à la santé, hein, il n'y a pas de problème, mais sur cette dimension institutionnelle, elles sont encore un peu fébriles. Donc, quelque part, on joue aussi notre rôle de participer à la formation initiale des étudiants designers pour pouvoir former des gens que peut-être vous aurez très envie de recruter demain, qui auront déjà eu 6 mois d'expérience sur le terrain, d'être designer en intégré dans un hôpital. Donc, en quelques dates, donc je l'ai dit en 2016, on démarre. Alors, on a eu une année un peu dans les sous-bois, qui a été fort utile, et j'y reviendrai, d'exploration dans les différents services de soins de l'hôpital. Donc, en psychiatrie, on a adultes, enfants, beaucoup d'ambulatoires, du médico-social, et un pôle de neurosciences. Donc, il a fallu aussi faire le tour de ces 94 sites avec beaucoup de types de services différents, mais aussi de cultures différentes. On est arrivé à l'époque du GHT Paris Psychiatrie et Neurosciences, composé de
Sainte-Anne, Maison-Blanche et Perret-Vaucluse. Donc, ça avait beau être 3 hôpitaux psychiatriques qui avaient beaucoup travaillé ensemble depuis 150 ans, ils avaient quand même des pratiques et des cultures et en matière de soins et en matière institutionnelle qui étaient très différentes. Donc, il fallait pouvoir aussi appréhender ces différences. Donc, cette exploration, elle s'est faite à la faveur de projets sur lesquels on avait été mandaté dès les débuts par la direction générale. Et c'est un peu l'année de la mue aussi pour nous, parce qu'on a pu confronter les besoins, les réalités du terrain et l'offre de services finalement qu'on était en train de construire au niveau du LABA, et de voir aussi s'il y avait un désir, une adhésion, un souhait d'intégrer nos compétences. Donc, je dis qu'on était un petit peu sous bois parce qu'on avait demandé à ne pas communiquer trop vite en fait sur les effets attendus de ce lab, mais d'essayer d'abord de voir si ça trouvait écho en fait auprès tant des équipes médico-soignantes dans les services qu'auprès des directions fonctionnelles qui sont nos collègues en comité de direction. Donc, le Homar a fait sa mue et au bout d'un an, on devient le LABA. Donc, on était arrivé à délégation culture et design. Et donc, pendant un an, on a pu affiner notre offre de service, nos propositions et préciser notre identité. Pendant 3 ans, 2017-2020, on a été du coup mandaté de plus en plus, alors soit par la DG, soit par les équipes médico-soignantes elles-mêmes, à travers différents projets qu'on avait nommés les chantiers d'attention, pied de nez à l'attention chantier d'un SDIA, d'un schéma de directeur qui était qui est d'ailleurs toujours bien garni de projets immobiliers de grande ampleur sur lesquels on a prôné plutôt le fait d'être attentif à des petites choses, mais lesquelles. Donc, c'est cette idée de projet toujours très situé qu'on a multiplié dans les différents services de l'hôpital. Toujours au format éprouvette, j'entends par là petite équipe de praticiens, un service, un seul service, une seule question. Et ça a été notre labo finalement pendant 3 ans, ces chantiers d'attention. Et donc, à partir de 2020-2021, on était assez mûrs pour consolider tout ce qu'on avait appris dans des enseignements. Et donc pouvoir envisager une deuxième phase de vie du LABA autour du déploiement institutionnel. Alors, on a un directeur général qui aime beaucoup l'image de petits bonsaïs qui deviennent des grandes forêts de chênes. Je pense que c'est l'équivalent du Zara Chanel avec un truc intermédiaire d'Inès. Donc, aller chercher entre la métaphore botanique et celle du prêt-à-porter. Donc, voilà, on est précisément à ce stade-là et je reviendrai de notre développement. Et parallèlement à ça, on est aussi assez mûr en fait pour accompagner des équipes de soins à chercher des nouvelles ressources thérapeutiques, c'est-à-dire dans notre cas en psychiatrie, chercher du côté de la prévention du recours aux mesures coercitives de contention et d'isolement, donc aller vraiment concrètement au cœur de la pratique soignante, proposer des alternatives en matière de prévention de ces crises. Et j'y reviendrai. Là encore, ce n'était pas un sujet qu'on pouvait aborder de front dès notre arrivée, mais c'est quelque chose qu'on est capable aujourd'hui d'adosser à des recherches-actions. Donc, comment on s'y prend? Je vais aller assez vite parce que je pense qu'Inès vous a déjà bien expliqué les fondamentaux de notre démarche. Pour commencer, de travailler uniquement de manière située. On a la chance d'avoir une relation extrêmement privilégiée avec le terrain parce que le GHU, c'est un groupe à taille humaine. Donc, on a la chance de pouvoir vraiment être à volonté dans les services pour pouvoir faire de l'immersion, des entretiens, des observations formelles et informelles. Travailler notamment de manière privilégiée avec les patients, notamment alors, de manière spontanée comme on l'a toujours fait, mais aujourd'hui en s'adossant
aux projets de partenariat en santé qui se structurent chez nous. Donc concrètement avec des patients, pour certains patients pairs diplômés, pour d'autres patients usagers bénévoles de la maison des usagers, mais on a vraiment beaucoup travaillé ces derniers temps à structurer la collaboration très concrète des patients, je veux dire au-delà du fait de les interroger, de faire des petites enquêtes, là d'aller vers la co-conception. Donc j'en viens justement aux ateliers participatifs. Alors ils prennent différentes formes, hein, mais c'est toujours cette idée d'aménager un espace serein de co-conception avec des usagers donc, qui peuvent être, encore une fois, tant des professionnels qui sont super pressés, qui ont leur téléphone qui sonne sans cesse, qui ont 10 minutes à accorder, et des patients pour lesquels parfois ça heurte aussi une expérience encore fraîche, traumatique, donc ils vont pouvoir faire ça dans un cadre de confiance et prudemment aussi en leur mettant le crayon dans la main, parce que autant on revendique la valorisation et la mise à profit de tous ces savoirs expérientiels, autant on garde la main côté conception pour synthétiser tout ça. Donc on passe à travers des outils très visuels, très matériels, hein, de maquettes, de jeux de rôle, de scénarios, et suite à quoi nous, on fait ce qu'on appelle des synthèses créatives pour agencer tout ça dans une idée, un concept, un projet. Les expérimentations in situ, alors dans un environnement riscophobe comme l'hôpital, ce n'est pas forcément simple. Pour autant, à l'hôpital, on sait expérimenter. Hein, en recherche médicale, on a l'habitude. Quand on se situe au niveau des directions fonctionnelles, c'est parfois un peu plus compliqué. Donc, il y a vraiment un modus operandi à trouver autour de la mise en œuvre de ces expérimentations, en garantissant à la fois l'intérêt, la valeur de réaliser ce test in situ, donc avec les personnes, dans les services, dans de bonnes conditions de sécurité, mais en allant quand même au bout de notre scénario, essayer de faire nos preuves de concept. On n'a pas encore fini de promouvoir cette démarche, non seulement parce qu'elle inquiète, comme je le disais, mais aussi parce que, comme on n'a pas du tout la culture de cette expérimentation échelle 1 dans les services, quand on teste quelque chose, à la limite, si ça fonctionne bien, les équipes veulent garder leur proto, quoi, ça leur va. Sauf que le proto, il était conçu pour durer 3 mois, pas 3 ans. Donc, il y a des itérations successives. Donc, parfois, on démonte les choses. Et ça, c'est aussi très mal vécu parce qu'une fois qu'un truc commence à bien fonctionner dans un service, les professionnels s'y accrochent, parfois les patients, et on dit, non, on va tout casser ou alors on va juste un peu améliorer à la marge, mais il faut jouer le jeu de cette expérimentation avec cette progression incrémentale. Voilà, donc on n'a pas fini de faire de la médiation autour de ce thème. Et enfin, le recours à la création qui paraît être un basique quand on parle de design. Pour autant, il est souvent oublié, je sais qu'Inès le sait, de la compréhension plus managériale du design comme le design thinking. Au sein même de l'enseignement du design, il y a le recours à la création, c'est-à-dire être capable de travailler sur la forme, le sens de ces formes, pas seulement pour le bien-être, le beau, etc., mais c'est parce qu'elles sont vecteurs de sens. Et que malheureusement, il y a beaucoup de bonnes idées qui sont mal réalisées parce qu'on ne s'est pas trop posé la question de la forme. On s'est dit que l'idée était tellement super bien que tout le monde allait comprendre et donc on a commandé les mêmes trucs que d'habitude sur le catalogue de l'UGAP et malheureusement, ça fait flop. Donc nous, notre job en tant que designer, c'est vraiment de vérifier qu'on a incarné la puissance des idées dans les formes, que ça se voit, que ça se ressent. Qu'on sent et qu'on ressent la qualité des attentions dans les formes. Donc, c'est pour ça qu'on est un peu Chanel le matin, un peu Zara l'après-midi, pour pouvoir vraiment intégrer ce qui fait l'essence de la formation de design, donc et faire des ponts entre les mondes de l'art et de la création, sans faire pour autant trop de surqualité. Donc, c'est un juste milieu à atteindre. Nos axes de travail actuels, donc, on travaille beaucoup autour de la thématique de l'amélioration de la vie quotidienne. Alors, il faut dire qu'on a été assez boosté par les enveloppes ARS depuis le début de la crise sanitaire dans les services, mais ça nous a permis quelque part d'ancrer un certain nombre de projets qu'on avait déjà développés autour de le développement et l'amélioration de la sensorialité dans les services, couleurs, odeurs, hygiène, espace extérieur, stimulation sensorielle, cognitive.
tous les projets autour de l'orientation, aider à une orientation plus autonome, favoriser la transmission d'une information compréhensible, lisible pour les utilisateurs. Tout ce qui relève de la convivialité, dans les services de psy adulte, les séjours peuvent être très longs. Il est quand même aussi beaucoup question d'une médecine de la relation pour se reconnecter à soi-même et aux autres. Donc, il y a beaucoup à faire, en fait, là encore, pour que les espaces soient comme des écrins pour ces liens qui puissent aussi soutenir l'entrée en relation des personnes. Et en ce moment aussi, une grosse thématique autour de l'accueil dans les services intra-extra-hospitaliers. Qu'est-ce qui fait accueil ? Alors, cette problématique, elle est prise tant dans les dimensions mobilières, immobilières, etc., mais aussi beaucoup sur toute la dimension RH et formation, qu'est-ce que c'est qu'accueillir, et le fameux serpent de mer de pourquoi on ne forme pas assez à l'accueil. On considère que ça va de soi, mais non, c'est un vrai métier, et même un métier très important. Deuxième grand thème, j'en parlais tout à l'heure, les ressources thérapeutiques pour aider à prévenir les crises en psychiatrie. Notre grand thème de recherche, c'est les espaces d'apaisement. Là, on est aidé par les projets de loi isolement contention et on a investi pleinement l'exploration de ce que pouvait être un espace ouvert sans aucune privation de liberté qui redonne aussi un pouvoir d'agir aux usagers. Donc, des services pilotes ont décidé de fermer une chambre d'isolement pour ouvrir un espace ouvert d'apaisement. Qui bouleverse les pratiques soignantes parce que par définition, on est libre d'y entrer et d'en sortir. Et puis, on est libre d'agir sur le lieu. Alors là, on voit une personne qui dessine sur le mur parce que c'est prévu, c'est même possible et encouragé, mais il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire. Donc, on n'a pas décidé de ce que c'était que l'apaisement seul. Hein. Là encore, c'est le fruit d'un travail de concertation avec les professionnels et les patients y compris en unité de soins intensifs, hein, qui nous ont livré des témoignages tout à fait passionnants sur ce que c'est que d'être en bouffée délirante, en situation de crise, de quoi on a besoin dans ces moments-là. C'était vraiment un travail passionnant. Donc là, on est à la deuxième phase d'expérimentation de ce projet. On est passé d'un site pilote à 5 et maintenant on est en train de faire la bascule de 5 à 25 et de pouvoir fournir des outils guides pour les cadres de santé qui sont avec les médecins les premiers promoteurs et animateurs de ce type d'espace dans les services. Mais nous gardons, dernière brique, notre guichet ouvert, donc appui et conseil au projet des équipes de soins. Donc là encore, les enveloppes PRS font qu'on a une petite file d'attente. C'est la promesse de ne pas devenir un labo tellement de recherche et tellement sophistiqué que du coup, il est plus accessible aux équipes. On reste, on a une hotline et on est présent pour accompagner les équipes dans leurs projets. Dans le sens où on ne fait pas les projets à leur place, on les aide à faire eux-mêmes avec des outils qui tendent du coup de plus en plus vers une transmission de conseils, de connaissances, de trucs et astuces issus des enseignements acquis ces 5 dernières années pour mettre en particulier les cadres en capacité de déployer leurs projets dans leurs services. Donc, on les aide toujours dans les phases d'idéation. On utilise beaucoup de maquettes, comme vous voyez là, pour aider à se représenter à quoi ça va ressembler cette organisation dans l'espace. Mais le but, c'est vraiment de les aider à faire leur propre projet. Alors, sujet chaud, le déploiement institutionnel parmi les sujets chauds. Donc, comment est-ce qu'on transforme une expérimentation réussie en une politique institutionnelle? Vous verrez malheureusement beaucoup de projets déceptifs, en tout cas en France, dans ce grand champ du design social, du design de service, du design des politiques publiques, parce que l'articulation n'était pas pensée entre l'éprouvettes et la diffusion industrielle. Et que parfois aussi les équipes n'ont pas eu le soutien auquel qu'elles espéraient, parce qu'il y a eu du turnover, enfin voilà, il y a toujours beaucoup de raisons. Chez nous, les difficultés, c'est que nous ne sommes, à la fois c'est la condition de notre liberté et en même temps c'est aussi une certaine contrainte de ne pas être intégré à une direction fonctionnelle. Donc
aucun directeur d'hôpital dans l'équipe du LABA. C'est pour ça que je suis très intéressée et curieuse aussi de voir les autres modèles qui fleurissent partout en France avec d'autres équipes composées autrement, d'autres points de départ pour voir aussi qu'est-ce que ça apporte, où est-ce que ça limite. Enfin, je pense qu'on a vraiment beaucoup à s'apprendre. Quand la reconnaissance de la valeur de l'expérimentation en tant que méthode d'ingénierie de projet n'est pas acquise, hein, c'est ce que disait aussi Inès tout à l'heure, l'essai-erreur, non, on ne connaît pas. Voilà, le test and learn, c'est encore très difficile en fait d'aider à formaliser comment est-ce qu'on passe de l'expérimentation au déploiement institutionnel, ou est-ce qu'on renonce peut-être à certains aspects de l'expérimentation pour ne retenir que ce qui fait vraiment la trame centrale. Et là, je pense qu'il y a vraiment un truc à faire au niveau de la formation continue. Et enfin, quand tout le monde compte sur vous pour déployer le projet, parce que voilà, le propre du design de service, c'est être aussi quelque part l'orchestrateur, le chef d'orchestre. Alors certes, il y a la compétence du design, mais c'est une compétence ici qui est très transversale en fait. On ne parle pas de design d'espace ou de design de produits, etc. C'est vraiment un design qui se veut global, donc qui est capable finalement de concevoir à peu près tout. Et donc, en fait, comme vous avez l'air d'être hyper autonome, et ben, du coup, tout le monde pense que vous allez industrialiser le projet tout seul. Et ben non, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, ça n'est pas l'objectif. Le lab, encore une fois, est une éprouvette et il doit rester une éprouvette et ne peut pas se substituer à une direction fonctionnelle. Donc, ça, c'est un certain nombre de difficultés qu'on rencontre tous les jours dans nos pistes d'action. C'est de rassembler, j'y faisais mention tout à l'heure, nos apprentissages dans des documents référentiels qui sont tantôt adressés aux directions fonctionnelles, tantôt adressés au cadre des unités de soins, et qui toujours, par contre, sont adossés à des formations ad hoc. Donc, vraiment de mettre en capacité les collègues de métisser avec leurs propres préoccupations et leurs propres outils métiers les fondamentaux de la démarche et les enseignements principaux. Et parallèlement, on s'est alors au LABA plus récemment rapproché d'une toute nouvelle direction des opérations qui est chez nous rattachée à la direction des achats et de la logistique, parce que finalement, la DOP, c'est vraiment l'allié d'un labo hors direction fonctionnelle comme le nôtre, et on se rend compte que c'est un alliage du coup qui va très bien. Et j'en ai fini avec ma présentation. Je quitte. Super, merci. Bon, alors, toutes nos excuses, on déborde un peu du timing. Donc, ceux qui doivent partir, on partagera le replay. C'était tellement intéressant que c'était difficile de faire plus court. Mais bon, on retiendra la leçon pour les prochaines fois. Oui, vas-y. C'était juste pour dire qu'il n'y a pas que nous. Je sais qu'en ligne, il y a beaucoup d'entre vous qui œuvraient sur ces sujets-là et qui expérimentent eux-mêmes. Je sais qu'il y a Sylvain, il y a Emmanuel, il y a Lidwine, il y a Maude, il y a Mathieu, il y en a plein d'autres. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir faire communauté et de partager toutes les expérimentations qu'on sait être en train d'être menées dans ce continent-là de l'innovation publique et du design notamment. Donc, voilà, on a hâte de pouvoir animer cette communauté-là et partager des ressources ensemble. Donc, on avait prévu encore quelques petites étapes. J'avais prévu de vous passer un petit extrait de l'étude de cas vidéo qu'on a tournée au LABA l'année dernière, mais on n'a pas le temps, donc je vous ai mis le lien donc, avec Dialoguels. En fait, comme on ne pouvait plus vraiment organiser de voyage d'études, on a mis en place une plateforme de partage de bonnes pratiques. D'ailleurs, je rappellerai aux étudiants de l'HESP qui sont là parmi nous que le HESP a pris un abonnement et que donc ils ont accès à tous les contenus. Alors, on va passer donc, au reste des diapositives. Rapidement, on va se donner vraiment 15 minutes maximum. Hop, vas-y Inès. Voilà, c'était ça, voilà.
Je voulais absolument qu'ils se sentent invités. Et donc voilà, donc peut-être en quelques mots de plus, il y a aujourd'hui des centres d'innovation et des centres de design un peu partout dans le monde. Il y a notamment dans le monde anglo-saxon des laboratoires d'innovation et de design avec des appellations différentes, avec des périmètres parfois distincts, mais qui réunissent ces compétences spécialisées-là dans les grandes institutions hospitalières et de santé américaines, anglaises notamment, en Australie, en Nouvelle-Zélande aussi. On retrouve des labos d'inno. Souvent, ils ont un site et parfois, ils partagent leurs projets, etc. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et en France, on a de plus en plus d'initiatives et de collègues hospitaliers ou du monde de la santé hors hôpital qui travaillent sur ces sujets-là, justement, qui les outillent, qui expérimentent sous le format lab ou sous un autre format organisationnel, qu'ils aient un profil médecin, administratif ou designer, autres du monde de l'innovation, sciences humaines, gestion de projet, etc. On sait que aussi les écoles de formation s'intéressent aussi à ce sujet-là. Elsa qui est en ligne porte pour l'école des hautes études en santé publique ces sujets-là, les ponts à faire entre santé et innovation publique, design. Et donc, du coup, voilà, on est très heureuse de lancer le webinaire et de se lancer. Et on a hâte que d'autres parmi vous puissent partager et présenter à notre place dans les prochaines sessions. Peut-être pour dire, on avait créé un groupe LinkedIn à un moment qui s'appelait Les Étincelles, si vous cherchez. Vous pouvez le rejoindre et on essayait, bon, c'est pas très dynamique encore, mais d'avoir un espèce de partage. Et sinon, sur la page de l'événement, vous pouvez aussi partager vos initiatives et ce que vous faites, qui vous êtes, pour qu'on ait un peu cette vision de ce qui bouge en France. Alors, pour nous, c'était important d'avoir une section qui s'appelle « Trois petits pas ». L'idée, c'est vraiment de dire, voilà, on vous a présenté des choses qui sont soit géantes, soit quand même bien avancées, comme au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences. Et donc, l'idée, c'était de vous donner l'opportunité de réfléchir, chacun dans votre contexte, si vous n'êtes pas déjà engagé dans un laboratoire de design, aux trois petits pas que vous pourriez faire dès demain pour commencer à marcher dans la direction d'une organisation qui soit plus centrée sur le design et qui applique les principes du design. Voilà, donc Inès, je te laisse. Peut-être Marie, si tu veux, c'était... Ouais. Marie, vas-y, je te compléterai. Ouais. Ça marche. Donc, un enseignement dans l'histoire du LABA, ça a été de ne pas, l'écran a disparu, de ne pas construire ex nihilo le positionnement du lab, mais de le faire vraiment à partir du terrain. D'affiner notre problématique sur le terrain en faisant un travail intensif auprès des équipes soignantes, auprès des directions fonctionnelles pendant plusieurs mois. Donc, c'est le bon bain de subjectif, de qualitatif résumé ici par Inès. Donc, c'est vraiment, ça peut paraître aller de soi, mais parfois, on fait quand même l'inverse. C'est vraiment de construire à partir du terrain le positionnement du lab. Inès, tu veux peut-être compléter ? Oui, comme tu disais, on est habitué à travailler tous à l'hôpital sur des ressources très quanti, perfo, très objectives et souvent sur la base des rapports d'un petit cercle restreint d'institutions. Et on oublie parfois l'essentiel, c'est d'aller faire un bon bain de subjectif. Ce que l'innovation et le design outil, c'est la différence entre le café du commerce et de la vraie recherche terrain et compréhension des usages. Et on peut le faire à toute petite échelle avec quelques interviews. On peut commencer par interviewer quelqu'un à la machine à café, faire un portrait anonymisé de patient, commencer son codir ou une réunion d'équipe en lisant une réclamation. Et en fait, vous commencez à tenir le bout aussi d'une histoire qui doit interpeller sur les trous dans la raquette qu'il y a dans nos organisations et aussi qui va être force de conviction ensuite pour pouvoir faire avancer. Alors, avancer à bas bruit, c'est les sous-bois auxquels je faisais référence tout à l'heure.
Donc, encore une image, c'est ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc, de ne pas trop vite en fait, annoncer tonitruant un super labo d'innovation avec le design, sauf si vous avez envie de crisper vos collègues. Donc, en fait, de commencer d'abord par définir ce que c'est, par réunir l'adhésion des personnes et réfléchir en fait à ce que c'est que ce lab et ce qu'on veut mettre derrière. Par exemple, se demander si l'objectif, c'est vraiment d'intégrer une nouvelle compétence et que le lab, finalement, s'institutionnalise, ou l'objectif est-il plutôt, avec un lab, avec une obsolescence qui aurait été calculée, c'est de se disséminer, de se dissoudre, de former. Donc ça, c'est des questions importantes qu'il faut se poser avant de commencer voilà, la grande communication tapageuse avec les mots qui parfois excitent, parfois irritent, innovation, design, etc. Donc vraiment, ne pas essayer de vous mettre d'accord avec vos hiérarchies pour ne pas trop vite communiquer et d'abord avoir des choses à proposer, des choses à présenter, des premiers résultats et un cadrage à peu près précis. Je ne sais pas si tu veux compléter, Inès. Je vais juste rajouter l'idée de se chercher des alliés. Restez pas seul, commencez à former binôme, trinôme avec d'autres. Alors moi, j'ai mis frustré de préférence, un petit clin d'œil. Je pense que si beaucoup d'entre nous, c'est intéressant à l'innovation et au design, c'est que d'une certaine manière, le système tel qu'il est, nous semble parfois imparfait et pouvant être amélioré. Et du coup, voilà, de ne pas perdre l'envie de changer et l'envie d'avoir un impact. Et donc, de ne pas hésiter à recruter dans voilà, les différents profils de rebelles, déviants positifs, corporateurs et autres contradicteurs qui peuvent s'avérer être de très bons alliés pour porter des démarches innovation parce qu'ils ne se sont pas résignés. C'est vraiment un excellent conseil. J'aime beaucoup les déviants positifs. Voilà, dans vos premiers terrains, en fait, pour faire vos preuves de concept, c'est à la fois d'essayer d'identifier des sujets qui ne sont pas des macro-sujets organisationnels regardés, scrutés par tous. C'est peut-être d'aller dénicher des sujets plus discrets qui, en tant que tels, se sont pas révélés être un sujet institutionnel, donc peut-être personne n'a pesé l'importance, et d'aller plutôt du coup privilégier des petites questions qui n'en sont peut-être même pas, qui n'ont pas été identifiées comme telles, pour pouvoir tester en sécurité sans avoir les projecteurs tout de suite dessus. Et pouvoir faire vos preuves de concept dans un cadre plus sécurisant. Et avec peut-être des équipes qui seront plus aussi accueillantes parce qu'elles ont moins l'habitude justement d'être l'objet de labos, de tests, d'expérimentation. Elles ne sont pas sous le feu des projecteurs des grands projets institutionnels de l'année. Elles ne sont pas brocardées dans le projet d'établissement. Donc, c'est l'occasion aussi avec ces équipes moins souvent sur le devant de la scène d'aller tester des choses plus audacieuses. Oui, du coup, ça permet, comme disait Marie, d'aborder des choses typiquement attractivité, fidélisation. Voilà, sauf si vous êtes DRH et encore même en étant DRH, vous avez quand même une prise limitée. C'est difficile à attaquer tel quel, mais par contre, si vous vous intéressez aux partants, à ceux qui quittent votre organisation, que vous allez faire quelques interviews, etc., vous pouvez, sans être la personne positionnée sur le sujet attractivité et fidélisation, attraper des choses, avoir une compréhension des sujets et emporter une force de conviction et de l'expérimentation en transversale dans des organisations qui aujourd'hui sont hyper silotées, hyper hiérarchisées et sur lesquelles il est difficile d'avoir carte blanche sur un périmètre un peu intéressant. Voilà, n'hésitez pas à partager dans les commentaires ce que vos petits pas ont pu être et ce que vos petits pas pourraient être si vous ne les avez pas encore pris. Alors, si on continue, donc on arrive, voilà, les ressources. Donc, c'était quand même important pour nous de vous partager quelques ressources. Donc, je pense qu'on réussira à vous mettre les slides à disposition d'une manière ou d'une autre. Peut-être, Émilie, avec un clic en plus, j'ai une animation que je n'ai pas bien faite. Voilà. Donc, le labo de la transformation publique, la direction interministérielle de la transformation publique, la boîte à outils innovation publique, Hyper Island,
Node A, Make Storming et Make Storming, le guide du corporate hacking. Dans le chat, il y avait quelques ressources qui avaient été aussi partagées. Donc, il y a aussi des ressources de Kaiser Permanente, notamment la Design Consultancy, où donc Inès était positionnée, celle qui est en charge du design, qui a quelques ressources en ligne. Et puis des articles vidéo, donc l'étude de cas vidéo dont je vous ai parlé, qui a été tournée au LABA, sachant qu'on en a d'autres qui sont un peu adjacentes sur l'expérience patient à Foch, sur différents sujets. On a aussi, donc, ça fait un peu autopromo, on a coécrit un article avec Inès, Lise Burgard, Emmanuel Garnier qui est aussi là, et puis donc Laetitia Robillard sur l'innovation centrée sur l'humain, s'engager dans une transformation durable, dans gestion hospitalière en avril 2021, qui du coup est, je pense, une assez bonne synthèse entrée en matière sur le sujet. Et puis donc... Et Marie avait écrit dans le même article, dans le même numéro aussi. Oui, c'est vrai. Oui, il y avait un article sur le LABA dans le même numéro. Donc, et puis, donc, un chapitre que nous avions écrit avec Inès pour un livre qui a été publié par Manager Santé. Donc, c'était sur l'innovation et le management. Et donc, on avait écrit un article qui comparait la démarche d'innovation de la Mayo Clinic et de Kaiser Permanente. Donc, voilà, ça donne quelques idées. N'hésitez pas. Je sais qu'il y a aussi Lidwin Vaillant qui a écrit un très, très bon livre sur les innovations managériales. Donc, n'hésitez pas dans le fil à partager vos différentes recommandations de lecture. Et donc, comme on vous le disait, on a prévu plusieurs épisodes. Alors, vous constaterez qu'on garde notre ton assez décalé avec un rendez-vous qui est pris pour le 23 février. Donc, c'est un mercredi, là aussi, de 12h à 13h. Bon, je ne sais pas si on garde 13h ou on assume que ce soit 13h15. Donc, le sujet, c'est « Ça sent le roussi pour la bureaucratie ». Et là, donc, notre exemple international, ce sera Buurtzorg. C'est une organisation de soins à domicile des Pays-Bas qui s'est débarrassée de la bureaucratie et notamment des lignes hiérarchiques. Et donc, je crois qu'ils ont plus de 70 000 infirmiers et professionnels de soins à domicile qui sont organisés en petites équipes indépendantes. J'ai vu que Guillaume Alzec nous avait rejoint. Il y a vraiment un mouvement qui se développe en France depuis de longues années. Et donc, l'idée, c'est de faire un peu ce point sur Buurtzorg. Et on aura un invité qui s'appelle Arnold Fouquet et qui, du coup, sera présent pour nous présenter son expérience dans les Hauts-de-France. Voilà. Ah oui. Et donc, on est en train de réfléchir déjà au sujet suivant. Et donc, je vous partage un petit sondage pour savoir quels sont les sujets qui vous intéresseraient pour le prochain, le webinaire numéro 3, qu'on puisse d'ores et déjà commencer à l'organiser. Si vous avez d'autres idées que celles qu'on a présentées, n'hésitez pas là aussi à les mettre dans le chat. Et si vous représentez l'une de ces propositions et que vous souhaiteriez témoigner pour la partie France, n'hésitez pas aussi à nous contacter, notamment si vous avez une structure d'intrapreneuriat dans votre établissement de santé ou médico-social. On a quelques idées sur cette thématique-là si on l'a fait, mais on est toujours preneur de découvrir des nouvelles bonnes pratiques. En France, on n'a pas l'habitude de se vendre ni de partager ces bonnes pratiques. Et donc, il faut que ça cesse. Donc, partagez ce que vous faites, dites-nous, échangeons. L'idée, ce n'est pas de donner des leçons, mais de vraiment savoir ce qu'on fait, créer des solidarités et travailler ensemble. Voilà, donc n'hésitez pas pour tout commentaire, remarque. C'était enregistré, donc on va essayer de partager le replay sur l'événement LinkedIn et puis sur nos pages YouTube. Merci encore à nos partenaires, Manager Santé et Dialogue Health, pour nous avoir soutenus à mettre en place ce projet qu'on avait en tête depuis très longtemps et qu'on est assez contente d'avoir pu mettre en place. Un grand merci à vous tous pour tous vos commentaires. C'est passionnant et c'est chouette qu'il y ait déjà des ressources qui s'échangent. Donc voilà, c'était très chouette de pouvoir vous croiser ce midi. Merci pour tous les retours très encourageants dans le chat. Et voilà, curieuse aussi d'en savoir plus sur vos propres démarches
et comment, si vous aurez envie de faire quelque chose de ce que vous avez entendu aujourd'hui. Alors, le sondage est il y a l'expérience patiente qui... Attends, je vais arrêter le partage. L'expérience patient se dégage, mais c'est serré pour les autres thèmes. Ok, impec, bonne note. Il nous faudra trouver un titre aussi décalé. Oui, c'est ça, ça va pas être... j'ai tout à fait confiance dans ta capacité à... Du savoir-faire. Dans ta créativité sans limite. Où peut-on, pour nous contacter donc vous pouvez nous contacter donc pour le Laba, sur le site du Laba, je pense qu'il y a une page de contact, Marie. Tu peux peut-être remettre le site web dans le chat. Ouais. Et puis donc pour nous, je pense que via LinkedIn, c'est le plus simple pour continuer la discussion. Et puis après, on peut s'organiser des rendez-vous ou autres. Sur LinkedIn, ça marche bien. À bientôt. À bientôt, Livine. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir été présente. Merci, Livine. Super. Allez, à la prochaine. À la prochaine. Prochain. Oui. Au revoir à tous. On ne vous retient pas à ceux qui ont d'autres choses.